est prêt? Je pense que Allez, c'est parti. Alors, donc effectivement, les enjeux juridiques de la cybersécurité. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de Space Avocat consacré à ces enjeux assez particuliers, effectivement, des enjeux que l'on pensait réserver pendant très longtemps à certains grands groupes et qui maintenant, on voit dans notre pratique, sont malheureusement concernent la plupart des acteurs économiques. Alors, avant de commencer, juste quelques présentations. Je suis accompagné aujourd'hui par mon confrère Chérif Kébir. Chérif Kébir, comme moi, est avocat et notamment spécialisé dans la cybersécurité. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Bah, écoutez, c'est une présentation suffisante, je pense. En tout cas, merci à nous-mêmes de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin pour aborder ce sujet crucial pour tous les acteurs économiques aujourd'hui. Ben merci Chérif. Et puis effectivement, tu es le bienvenu. Et voilà, pour ma part, moi également, je suis avocat et comme vous le savez, notamment dans les nouvelles technologies et les activités spatiales. Alors, avant de commencer, on ne va pas vous assommer naturellement avec des chiffres, mais l'idée, c'est d'essayer de mettre dans son contexte les problématiques actuelles de cybersécurité. D'abord, le premier chiffre que vous voyez, le fameux 50 000, alors ça n'est pas un chiffre au hasard, c'est effectivement le coût. C'est pour 2019 le coût médian d'une cyberattaque en France, sachant que ça a été multiplié en même pas un an par 6. Donc on est vraiment sur une courbe d'explosion des coûts des cyberattaques pour les entreprises. Et vous voyez donc effectivement, pour n'importe quel type d'entreprise, ce genre de montant est quand même assez conséquent parce qu'il peut y avoir aussi une multiplication tout au long de l'année. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. Ensuite, 6 000. Alors là, on est sur des ordres de grandeur bien plus importants. On est sur 6 000 milliards de dollars. Là, c'est l'impact véritablement des cyberattaques sur l'économie mondiale. Donc, on est quand même sur quasiment 6 fois le budget de la France. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Et nous sommes encore une fois que, entre guillemets, au début de cette espèce de démocratisation, si je puis dire, des cyberattaques. 255, c'est la hausse pour 2020. Et la hausse, effectivement, pour les cyberattaques, sachant que dans ce nombre-là, les attaques dites de phishing, c'est-à-dire les attaques d'hameçonnage les plus répandues, elles seules ont augmenté de 600%, sachant que ces chiffres-là, à la fois l'augmentation générale de 255% et cette augmentation spectaculaire du hameçonnage, c'est juste pour un premier trimestre 2020. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts et l'ampleur de la situation à l'heure actuelle. Et puis enfin, les 3 derniers chiffres, alors 210, ça c'est l'augmentation en pourcentage de visites et de déclarations de sinistres sur la plateforme de cybermalveillance qui est pilotée donc par le gouvernement. 23%, là c'est vraiment pour le coup la part du hameçonnage, on en reviendra tout à l'heure plus avant, mais qui est vraiment la cyberattaque la plus communément répandue et la plus dangereuse effectivement pour tout type de société à ce coup-là. Et puis 4 minutes, c'est la durée de vie paisible d'un ordinateur, d'un système d'information. C'est-à-dire que lorsque vous, entreprise, vous recevez votre matériel, vous le branchez sur Internet, vous avez 4 minutes avant qu'il soit détecté par un logiciel malveillant. Alors, l'idée, c'est bien sûr pas de paniquer, mais vous voyez à quel point ces enjeux sont extrêmement importants, à quel point ces enjeux sont cruciaux pour votre entreprise. Alors, comment on va organiser ce webinaire? L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de rapide afin de vous donner tous les éléments et ensuite d'aborder dans un dernier temps les Q&A. Après quelques propos introductifs, on verra effectivement toute cette notion de grands fondamentaux de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité déjà en elle-même? Quel est ce concept? Qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque? Les moyens techniques, etc. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons les aspects juridiques avec une insistance toute particulière sur finalement la protection, la prévention, notamment contractuelle. Et nous vous expliquerons également comment nous, avocats, pouvons vous aider à protéger au mieux vos intérêts, à vérifier aussi que vos intérêts sont protégés autant que faire se peut, parce que cette menace que vous avez vue est en explosion totale, d'autant que le Covid a bien montré la criticité de ces infrastructures pour notre économie. Sans plus attendre, je laisse la parole à Chérif qui va nous exprimer ses premiers concepts. Merci Nouma. Donc, comme Nouma vous l'a présenté, aujourd'hui, la cybersécurité est un enjeu majeur et critique, aussi bien pour les acteurs privés que pour les acteurs publics. Avec la place prépondérante des technologies au sein de toutes les couches de notre société, on a vu apparaître un essor de ce qu'on appelle la cybercriminalité et donc, en parallèle, un développement de la cybersécurité. Arrêtons-nous très rapidement sur ces deux concepts clés. Concernant la cybercriminalité,
on peut la définir comme l'utilisation des réseaux ou des systèmes d'information comme outil pour la réalisation d'un délit ou d'un crime, et donc logiquement contrevenant à des dispositions nationales ou internationales. En parallèle, la cybersécurité se définit donc comme l'État qui permet de résister à des événements qui sont susceptibles de compromettre l'intégrité, la confidentialité ou la disponibilité des données stockées, traitées ou transmises. En clair, la cybersécurité se définit comme la protection de l'intégrité des ressources informatiques connectées ou installées sur un réseau. Donc, on a ici les deux principes clés de la cybersécurité. Passons maintenant à la typologie des attaques. Donc, on a évoqué des événements. Alors, on va d'abord le plan sur les fondamentaux de la cybersécurité. Donc, on verra dans un premier temps la typologie des attaques. On verra ensuite pourquoi des attaquants vont s'attaquer à des systèmes d'information. Et ensuite, on va voir quels types d'entreprises sont des potentielles victimes de ces cyberattaquants. Donc, concernant la typologie des attaques, donc on a évoqué des événements susceptibles de compromettre l'intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises. Plus communément, on nomme ces événements des cyberattaques. Donc, on va parler de cyberattaque à chaque atteinte à un ou plusieurs systèmes informatiques dans un but malveillant, vol ou destruction de données, altération du fonctionnement normal des systèmes visés, notamment. Alors, il faut savoir qu'une cyberattaque peut aussi bien concerner des ordinateurs que des serveurs, que ceux-ci soient isolés ou en réseau, connectés ou non à Internet. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les attaquants font preuve de plus en plus d'ingéniosité dans le cadre de leur cyberattaque. Cependant, aujourd'hui, on peut catégoriser les cyberattaques en 4 grandes familles, comme vous pouvez voir sur ce PowerPoint. Nous avons d'abord les attaques de masse. Donc ici, l'attaquant va tenter de récupérer des informations pour les exploiter ou les revendre sans viser l'identité particulière. Donc les attaques les plus connues et que vous connaissez sans doute sont le phishing ou hameçonnage qu'a évoqué Nouma. Donc l'envoi d'un volume important de courriels pour pousser la victime à cliquer sur un lien ou à télécharger une pièce jointe compromise pour fournir des informations personnelles sur un site contrôlé par l'attaquant ou bien pour permettre l'installation d'un programme malveillant. Nous avons le ransomware qui, pour le coup, est l'attaque la plus répandue pour les entreprises et donc qui consiste en une introduction dans le système informatique pour que l'attaquant puisse ensuite chiffrer tout ou partie des données. Et cet attaquant va exiger le paiement d'une rançon sous peine de destruction des données. Et enfin, la fraude. Donc ici, il est question plus d'une attaque organisationnelle. L'exemple typique de ce type d'attaque est la fraude au président, donc, qui sévissait beaucoup à une époque, un peu moins aujourd'hui, même si elle existe encore, d'un cyberattaquant qui, grâce à l'ingénierie sociale, va avoir des informations sur l'entreprise, se faire passer par exemple pour le dirigeant et demander à un salarié d'effectuer, par exemple, un virement sous motif qu'un prestataire n'a pas été payé. Donc voilà pour les attaques de masse. Nous avons ensuite l'espionnage. Donc ici, c'est totalement différent. On est dans une attaque très ciblée. L'attaquant va cette fois essayer de rester le plus longtemps possible et le plus discret possible dans un système d'information pour récupérer un maximum de données. Donc on est ici dans une attaque beaucoup plus technique, beaucoup plus préparée en amont, qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l'entreprise, car un bon attaquant réussira à rester longtemps sans être repéré, voire réussira à ne jamais être repéré, va pouvoir voler une quantité parfois importante d'informations et des informations bien sûr qui sont vitales pour l'entreprise. Ensuite, le sabotage. Donc ici, il s'agit également d'une attaque plus technique. L'attaquant va cette fois essayer de porter atteinte aux outils de production à travers les systèmes informatiques, avec des conséquences une nouvelle fois désastreuses pour des systèmes industriels. Et enfin, l'atteinte à l'image. Donc ici, l'attaquant va tenter de modifier ou de rendre indisponible un système d'information afin de le déstabiliser. On retrouve ici des modifications diverses de sites Internet à des fins de revendication, ou bien ce qui est connu comme le denis de service, c'est-à-dire l'afflux massif de connexions à un système informatique pour le rendre non disponible. Alors, merci Sherif. Après avoir vu cette typologie des cyberattaques, on va un peu s'intéresser aux moyens techniques qui sont finalement utilisés. Comment, techniquement, finalement, ces hackers, ces personnes qui souhaitent nuire aux activités, notamment aux activités économiques, comment est-ce qu'elles vont structurer leur attaque? D'abord, il faut savoir qu'il y a 2 grandes catégories
de cyberattaques, les attaques ciblées, les attaques non ciblées. Historiquement, au regard de la difficulté d'accès au niveau des systèmes d'information perfectionnés, le coût de l'informatique tout simplement, les attaques étaient plutôt ciblées. Et puis effectivement, avec maintenant le développement des emails, finalement la démocratisation de l'informatique, on a majoritairement des attaques non ciblées. Attaque ciblée, attaque non ciblée, tout simplement l'attaque ciblée va véritablement, comme son nom l'indique, cibler, s'adresser particulièrement au système informatique d'une entreprise en particulier, parce qu'elle a pignon sur rue, parce que, ou alors un gouvernement ou une agence particulière, une structure en tout cas, qui a un intérêt particulier. On verra les finalités plus tard. Et puis les attaques non ciblées, c'est effectivement ces millions d'emails, par exemple. Chérif en parlait tout à l'heure. C'est l'hameçonnage, typiquement, ça ne cible personne, c'est juste des grandes listes de cibles. Et puis, comme un grand filet, on récupère ce que l'on peut trouver. Alors, la base technique d'une cyberattaque, c'est finalement l'exploitation d'une vulnérabilité. Déjà, première chose, aucun système d'information, aucun système technique, aucun système informatique n'est bien évidemment invulnérable. Il y aura toujours une faille, ne serait-ce que parce qu'il y a l'évolution technologique. Vous avez des systèmes d'exploitation qui sortent peut-être maintenant en 2021. Dans 2-3 ans, la technologie aura bien changé. Imaginez-vous quand, rappelez-vous, les ordinateurs qui dataient des débuts des années 2000, maintenant, on a l'impression d'être des espèces de vieilles épaves qui sont pleines de vulnérabilités. Au début, c'était effectivement le top de la technologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et ça, malheureusement, ça fait partie, c'est un peu consubstantiel à la notion de système d'information. Mais il y a, c'est finalement la première type de vulnérabilité qui est attaquée, c'est le défaut, c'est le bug. Alors, c'est généralement une fonctionnalité non voulue, une fonctionnalité qui va être corrompue avec le temps ou simplement une faille de sécurité qui n'a pas été détectée lorsque le logiciel a été codé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez classique, mais c'est la vulnérabilité numéro 1 dans laquelle ces logiciels malveillants vont effectivement passer. Ensuite, il y a le détournement de fonctionnalités. Alors là, on pense notamment, le grand exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est finalement le code JavaScript, qui a été très utilisé il y a quelques années, notamment pour l'amélioration des performances des sites web, pour l'amélioration de l'expérience utilisateur. Le problème, c'est que ce genre de petit ajout qui se mettait un peu en dessus du code du site web avait plein de vulnérabilités parce que justement, il cherchait à améliorer l'expérience. Donc là, c'était un peu l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais du coup, les fonctionnalités supplémentaires étaient détournées à des moyens de récupération de données ou d'endommagement des systèmes d'information. Et puis enfin, et ça c'est malheureusement aussi très important, c'est finalement l'erreur de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur va typiquement cliquer sur le mauvais lien dans le mauvais email. Alors, au début, effectivement, on a tous en tête, et on peut rire parce qu'on peut se dire, oui, mais les emails qu'on reçoit dans les spams, on voit bien que c'est faux. Attention, nous, on voit régulièrement dans la clientèle des gens qui nous appellent, ou même dans nos expériences professionnelles passées, par exemple, typiquement, sans le citer, mais les mails de registres Internet comme OVH, etc., dans lesquels vous êtes sûr que c'est eux. Puis vous regardez l'adresse URL, c'est finalement pas le même site, mais il y a une copie totale. Donc, effectivement, ça va de pair. Puisque les moyens informatiques sont banalisés, c'est de plus en plus facile, finalement, de copier un site web, entre guillemets, officiel. En ce qui concerne le processus d'attaque, alors il est toujours en 4 temps. Découverte, livraison, exploitation, utilisation. La première chose, on l'a vu, une cyberattaque, elle ne se base que sur l'existence et l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc la première étape pour le hacker, pour le logiciel malveillant, c'est effectivement d'aller chercher la faille. La faille, elle peut être logicielle, elle peut être dans certains cas matérielle, elle peut être directement sur le réseau, elle peut être dans votre entreprise. En tout cas, il y a une faille et l'objectif de ces logiciels malveillants, c'est de la chercher. Une fois qu'elle a été découverte, l'objectif, c'est de livrer, entre guillemets, le logiciel malveillant. Alors, bien évidemment, ça peut être fait juste parce que vous cliquez sur le mauvais lien sur Internet, ça peut être parce que vous allez chercher un site Internet qui finalement ne va pas être le vrai, c'est parce que vous allez ouvrir une pièce jointe particulière, ça c'est des choses un peu classiques, mais n'oublions pas, ça peut être aussi totalement involontaire, et là ça rejoint un peu la notion d'erreur d'utilisateur, c'est la clé USB que vous a donné un client, que vous a donné un partenaire, sans aucune velléité criminelle, bien sûr, mais simplement la clé USB, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle a servi. Parfois, vous avez même des clés USB qui arrivent dans le commerce qui sont déjà infectées parce qu'elles ont été testées à l'usine sur un ordinateur qui était infecté et hop, vous vous retrouvez avec une clé USB qui est déjà vérolée. Donc là, effectivement, vous avez cette possibilité de livraison. Deuxième étape. Troisième étape, naturellement, une fois que le logiciel est dans votre machine,
il va regarder, il va scanner ce qui l'intéresse, ce pourquoi il est là. Est-ce qu'il est là pour faire une rançon? Est-ce qu'il est là pour endommager votre système? Est-ce qu'il est là pour récupérer des données clients? Ça, c'est l'exploitation de cette vulnérabilité à proprement parler. Et puis enfin, il va utiliser votre système. Alors ça peut être juste un one-shot. Hein. Il rentre dans votre système, récupère votre base de données client, il l'envoie à un serveur distant et puis il s'efface tout seul. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus compliqué dans lequel il reste dans votre système d'exploitation pour une longue période de temps ou, voire même dans des cas extrêmes, va rendre hors service votre système d'information. Alors, en ce qui concerne les objectifs, parce qu'on a vu la méthodologie, entre guillemets, utilisée par les hackers et par les logiciels malveillants, mais pourquoi finalement, il y a ces cyberattaques? La première chose que l'on voit, et c'est d'autant plus stratégique dans certains secteurs, mais dans tous les secteurs, j'ai envie de dire, mais effectivement, je pense à ceux qui nous regardent, qui sont dans le spatial, qui sont dans la TMT, la déstabilisation concurrentielle fait vraiment partie des grands risques. Cette déstabilisation, elle peut être faite par un concurrent direct, elle peut être faite aussi, et ça il faut s'en méfier, par des concurrents qui sont à l'étranger, qui sont parfois sponsorisés même par des gouvernements étrangers, c'est-à-dire que vous avez carrément des gouvernements étrangers qui vont aider cette entreprise à venir déstabiliser des concurrents. Je pense notamment, pourquoi pas, à des appels d'offres, pour histoire d'handicaper le concurrent. C'est sûr que si le système d'information n'est pas en état d'utilisation le jour où vous présentez vos offres, ben effectivement, vous êtes disqualifié. Je pense également aux professions libérales qui nous écoutent. Il y a toute la notion aussi d'audit. Un système d'information, par exemple, d'un cabinet d'audit ou de commissariat aux comptes, il contient des données qui sont cruciales pour les entreprises. Je pense notamment aux cabinets qui ont en plus des entreprises qui sont cotées en bourse. Vous imaginez la fuite de ces données avant qu'elles soient rendues publiques au marché. Donc, les risques et finalement l'impact qu'il peut y avoir à la fois sur le cours de bourse, mais sur l'activité même de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la notion de déstabilisation concurrentielle qui va aussi de pair. Hein, je pense là encore une fois aux PME et sociétés innovantes. Il y a aussi toute la notion de brevets, de données stratégiques, secrets d'affaires, secrets de conception qui là aussi ne sont pas à l'abri quand vous avez ce genre de cyberattaque. Et parfois c'est même la clé. Ensuite, deuxième notion, le vol de données personnelles. Alors là, c'est un peu intéressant. On ne va pas, rassurez-vous, trop parler de juridique, mais il y a deux notions clés qui sont intéressantes et qui vont peut-être vous montrer aussi en quoi la cybersécurité est devenue quelque chose de très juridique, mais en quoi aussi c'est un peu un monitoring au long cours. La notion de vol de données personnelles en elle-même, elle n'existait pas jusqu'à il y a très récemment. Vous avez la notion de vol qui est classiquement définie par le code pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et puis vous avez la notion de données personnelles qui maintenant est définie sous l'empire du RGPD, donc le règlement des données personnelles européen. Et dans son article 4, effectivement, il définit une donnée personnelle comme étant une information qui permet d'identifier ou qui permet de rendre identifiable. Donc, cette notion est très intéressante parce que vous pouvez vous dire que dans vos systèmes d'information, vous avez finalement que des bribes de données clients, vous n'avez pas de données, vous n'avez pas typiquement le nom, prénom, adresse classique que l'on trouve dans les fichiers, vous avez peut-être juste quelques données bancaires, vous avez peut-être une brin d'adresse, une origine géographique. Attention parce que ça concourt à identifier quelqu'un et donc c'est qualifié de données personnelles. Et du coup, cette notion de vol de données personnelles, il a été inauguré entre guillemets par le juge et c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt qui s'appelle Bluetooth en 2015 où le juge a finalement fusionné ces deux notions et a consacré cette notion de vol de données personnelles. Alors, bien évidemment, ensuite il y a eu après un rattrapage législatif qui a été mis en œuvre, une mise en place de nouvelles dispositions dans le code pénal. Il y a également aussi des notions d'atteinte alors les fameux STAD, Chéri vous en parlera, ces fameux systèmes de traitement automatisés, alors qui sont effectivement très utiles, que vous soyez dans n'importe quel type de société. Hein. Ça va du tourisme, ça va même au spatial quand vous faites du remote sensing, ça va aussi pour toutes les personnes qui ont des sociétés qui font de la prestation sur Internet. Là, vous avez des systèmes forcément automatisés de données et il y a des infractions spécifiques. Juste pour vous donner un ordre d'idée quand même sur l'ampleur de ces choses-là, Uber, bien évidemment, qui est une très grande entreprise, hein, mais a quand même eu en fin 2016 le vol de 57 millions, le vol de 57 millions de données personnelles appartenant à ses utilisateurs. Donc vous imaginez, c'est quasiment la population de la France qui a été touchée par cette attaque. Mais on ne se rend pas compte de la démultiplication des problèmes et des problèmes techniques, mais aussi juridiques, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, alors là, on va y passer plus rapidement. Le cybervandalisme, bon là, effectivement, c'est un peu malheureusement comme le vandalisme que l'on trouve dans nos villes. Hein. C'est finalement voilà, quelqu'un qui casse votre vitrine un soir. Là, c'est pareil, il va casser votre vitrine, sauf que là, c'est votre site Internet. Pourquoi il fait ça? Alors, il y a un côté, notamment si vous avez une entreprise
qui a une réputation ou une entreprise qui est mêlée à certains projets particuliers où il y a un débat public, par exemple, là, effectivement, vous pouvez être soumise à ce genre d'action. Mais ça peut être aussi également un acte un peu de reconnaissance au niveau de cette communauté-là. Il y a effectivement toujours un peu une zone grise, puisque les hackers, parfois, collaborent avec les forces de l'ordre, parfois non. Et ils s'entraînent aussi sur certaines personnes. Et vous pouvez, à ça, pour le coup, en faire les frais. Donc là, il y a un peu une zone un peu particulière, mais ça existe bien. Il y a également, ça, Chérif en a parlé au niveau du ransomware, le gain financier direct. Typiquement, l'objectif est de vous soustraire de l'argent. Vous recevez, le matin, vous arrivez au bureau à 8 heures et vous avez votre système d'information qui est complètement bloqué avec une adresse. On vous demande d'envoyer des bitcoins à telle adresse. On peut autant vous dire que là, les chances de succès sont assez limitées. Mais voilà, bon, ça fait partie de ce chantage, finalement, de ce cyber-chantage. Et puis enfin, la nuisance de masse. Là, l'objectif, alors ça touche notamment des sites qui sont hébergés par des plateformes de contenu. Typiquement, la plateforme de contenu est généralement ciblée et puis on va aller défigurer les contenus, on va aller les altérer, histoire d'avoir finalement ça se relie beaucoup aussi par vandalisme. L'idée, c'est effectivement d'induire cette notion de performance, entre guillemets, mais bon, c'est quand même ce qui est cherché par les cybercriminels. Et puis derrière aussi de nuisance à des pans entiers de l'économie. Donc il faut bien voir le fait que tout le monde est finalement concerné par ce genre de menaces-là et qu'elles sont très diverses. Je laisse la parole maintenant à Chérif pour le chapitre particulier sur les victimes. Alors, donc, comme vous l'a expliqué Nouma, donc, il y a de multiples objectifs, de multiples techniques. De ce fait, nous pouvons dire de manière générale qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une attaque informatique. Globalement, avec toutes ces explications, on peut dire qu'il y a deux raisons principales qui ressortent de ce fait. D'une part, il y a toujours une volonté d'appât du gain, donc qui va motiver un grand nombre de personnes à attaquer les systèmes informatiques. Et surtout, une banalisation aujourd'hui des technologies de cyberattaque. Vous pouvez facilement trouver sur Internet, sur le Darknet, diverses méthodes d'attaque. Vous pouvez aussi les automatiser maintenant avec des robots. Donc, des personnes malveillantes peuvent, avec un laps de temps très réduit et un niveau d'effort également très réduit, mener des attaques d'envergure et récupérer alors de temps en temps 200-300 € par exemple. En 2017, l'attaque WannaCry, un ransomware dans le monde entier qui a touché 150 pays, la rançon était entre 300 et 600 € en Bitcoin. Après, si vous multipliez ça par des milliers d'entreprises, ça peut commencer à faire des sommes intéressantes. Donc, tout le monde peut être victime. Cependant, le niveau d'exposition est très variable. Donc, en fait, les entreprises seront victimes d'attaques différentes selon leur taille, leur activité, leur renommée, leur nationalité, leur exposition médiatique, leur domaine d'intervention et encore de multiples critères. Hein. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais même pour les entreprises dont le risque, par exemple pour la réputation, la concurrence ou même le potentiel financier est réduit, le risque d'une attaque dont la finalité est le gain financier existera toujours. Et donc, pour évaluer ce risque, il faudra aller au cas par cas et distinguer donc le risque générique qui est induit par les technologies et qui peut atteindre toute société, et le risque particulier lié aux caractéristiques même de votre entreprise. Par exemple, vous ne pouvez pas évaluer le même risque si vous êtes une société de e-commerce vendant des biens de consommation classiques, si vous êtes une multinationale ou une société qui intervient sur des sujets sensibles, type santé, type armement. Voilà, donc l'évaluation du risque est vraiment très casuistique. Donc voici pour les victimes potentielles. Et donc maintenant, on va passer aux aspects juridiques de la cybersécurité. Donc vous pouvez voir le plan sur cette slide. Pour ma part, avant d'entrer dans le juridique, je vais vous parler du rôle critique de la prévention. Alors, on va préciser tout de suite que même si le côté juridique de la cybersécurité est primordial, donc on est avocat, on ne va pas vous dire que le droit et la cybersécurité, ça n'a rien à voir, il ne faut pas oublier que c'est un domaine très technique, et donc le côté technique reste prépondérant. À ce titre, il est nécessaire de travailler en amont des cyberattaques et en parallèle de la matière juridique sur les aspects techniques de votre cybersécurité, et cela évidemment avec des prestataires de confiance et reconnus dans le domaine. Même si cette présentation n'a pas pour objectif d'intervenir sur les aspects techniques de la cybersécurité, on va quand même vous donner une petite liste non exhaustive une nouvelle fois de points importants à aborder avec vos prestataires. Donc, dans cette liste, vous pouvez voir, il y a d'abord la définition du périmètre de protection. Donc, ici, c'est assez simple, c'est se poser les bonnes questions en amont. Donc, quel est l'objet de votre activité? Quelles sont les données nécessaires à l'exercice de cette activité?
où sont localisées vos informations nécessaires. Ensuite, il faut identifier les vulnérabilités, c'est-à-dire repérer les portes ouvertes ou trop facilement ouvrables, par exemple à l'aide de certaines technologies type scan de vulnérabilité. Et ensuite, mettre en place des mesures techniques adéquates, telles que des pare-feux, des VPN, des messageries chiffrées, accompagnées de mesures organisationnelles adaptées. Donc là, vous avez par exemple des bonnes pratiques recommandées par l'ANSSI, la charte informatique, la formation des collaborateurs. On va revenir un peu sur ce point-là, puisqu'il y a quand même, pour le coup ici, une petite partie juridique. Ensuite, structurer une cellule de crise. Donc, il faut prévoir en amont le cas où une cyberattaque a eu lieu et a été réalisée avec succès. Dans ce cas-là, vous devez faire un diagnostic complet de votre entreprise pour vérifier que des dommages trop conséquents n'ont pas été subis, pour pouvoir relancer l'activité rapidement. Donc, il est nécessaire de réunir toutes les parties prenantes et de les réunir rapidement en fonction des caractéristiques de l'attaque. Donc, vous devez prévoir des procédures de cellules de crise qui, en fonction de la gravité de l'attaque, vont réunir différentes parties prenantes de l'entreprise. Généralement, on retrouvera toujours le directeur général, on retrouvera le directeur des systèmes d'information également. Vous pouvez retrouver le DPO s'il y a une fuite de données à caractère personnel. Vous pouvez retrouver les services de communication si on est dans le cadre d'une attaque pour des raisons politiques. Et vous pouvez retrouver le service achat si c'est une fuite de données commerciales. Ensuite, il faut également penser à contenir la menace. Une nouvelle fois, on est dans le cas où l'attaque a réussi. Alors, vous avez subi un dommage, mais il faut penser aussi à limiter au maximum ce dommage, notamment du fait de vos obligations en tant que professionnel. Donc, ça va passer par la mise en place d'autres technologies, donc notamment la segmentation en sous-réseau, avec la mise en place de ce qu'on appelle une zone démilitarisée, donc DMZ, accessible au public et avec des mesures de sécurité accrues, car elle est plus exposée, ou encore par une politique stricte de gestion des droits d'utilisateurs, avec des comptes utilisateurs qui auront très peu de pouvoir, en laissant le soin aux services informatiques d'installer et paramétrer les logiciels. Enfin, il faut également se poser la question de la gestion de son externalisation. Donc ici, on parle du cas de l'infogérance, lorsqu'une entreprise va en tout ou partie confier la gestion de son système informatique à une entreprise tierce. Dans ce cas-là, il y a également des questions cruciales à se poser, notamment la question sur la maîtrise de vos données, la question sur le risque de dépendance technique, la question de l'accroissement du risque, puisque votre prestataire va intervenir à distance, ce qui va automatiquement accroître le risque de faille de sécurité. Et enfin, la sécurisation de vos sauvegardes. Vos sauvegardes seront le plus souvent l'outil le plus important pour faire cesser et limiter les effets d'une cyberattaque. Donc, il est crucial de mettre en place une procédure de sauvegarde complète qui va aborder différents points, notamment le domaine de la sauvegarde, sa fréquence, son type complète ou incrémentiel, les durées de conservation des données. Et en parallèle de cette procédure de sauvegarde, il faut mettre en place évidemment une procédure de restauration qui doit être efficace, car plus la procédure de restauration sera efficace, plus vous pourrez relancer votre activité. Et on conseille également, assez logiquement, de vérifier que ces processus sont opérationnels, à minima une fois par an, parce qu'il est déjà arrivé de nombreuses reprises qu'une entreprise se fasse attaquer, ces données se font chiffrer ou ont été dérobées, et l'entreprise va appeler le prestataire. Le prestataire va essayer de lancer la procédure de sauvegarde ou de restauration. Malheureusement, il y a eu une transition dans les systèmes informatiques, il y a eu un bug, voire l'attaquant a eu prévu ce cas de figure, et le système de sauvegarde n'est pas effectif. Je vais passer la parole à Noma maintenant pour le cadre juridique. Merci Chérif. Alors effectivement, le cadre juridique, ne vous inquiétez pas, on va pas en parler de manière exhaustive. L'idée, c'est d'abord de vous donner un peu finalement une impression de ce qu'est la cybersécurité au niveau du droit et notamment au niveau du droit français. Alors déjà, première chose, il n'y a pas de code de la cybersécurité en France. La France est une juridiction qui est assez innovante puisque dès la fin des années 80, on le voit avec la loi Godefrein, elle a consacré, elle a initié cette notion de fraude informatique. Et puis, il ne faut pas oublier, avant, elle avait déjà fait un premier pas avec la loi informatique et liberté, alors qui, bien sûr, n'avait pas vraiment ces notions de cybersécurité, mais portait en elle la notion, que l'on voit aujourd'hui très importante, de données personnelles. Plus tard, dans les années 2000, la LCEN, la loi de confiance en l'économie numérique, est venue moderniser et finalement introduire cette notion de cybersécurité au sein de notre corpus juridique national. Et puis, il ne faut pas oublier un autre niveau de complexité qui vient se rajouter, à la fois parce qu'il a un côté très impactant, une directive s'applique directement dans notre système juridique, et puis il y a aussi un côté d'harmonisation, c'est-à-dire que vous avez des lois qui viennent implémenter ces textes-là. Alors on parle notamment
ce qui s'adresse d'ailleurs spécifiquement à ce niveau-là aux entreprises qui sont plutôt entreprises de réseau, notamment les opérateurs. On pense au paquet télécom, au nouveau code européen des télécoms. Il y a la directive NIS qui est les plus larges d'application, le fameux RGPD qui a des aspects effectivement cybersécurité. On passe aussi à l'acte de 2019. La directive e-privacy qui elle est également un petit peu plus, qui adresse un petit peu plus les industries de réseau, mais quoi qu'il arrive, on voit ce cadre juridique qui est à la fois dispersé, c'est-à-dire que c'est plusieurs lois, ce n'est pas un vrai code en lui-même. Il est hybride parce qu'il mélange finalement des normes qui sont prétoriennes, qui sont nationales, avec des normes qui sont en elles-mêmes internationales, européennes. Et puis il est évolutif, naturellement, comme on l'a vu, les chiffres le montrent, et puis les pratiques le montrent, la cybercriminalité est en explosion, et donc bien évidemment le cadre juridique évolue et va continuer à évoluer. Alors, après avoir vu rapidement ce cadre juridique, on va s'intéresser finalement au cœur du débat, qui est quand même la protection juridique. La protection juridique, d'abord, face aux tiers. Qu'est-ce que c'est finalement que les tiers? Vous voyez la liste qui est un peu un inventaire à l'après-vert, mais finalement, ça vous donne une idée. Ça part du concepteur du logiciel que vous utilisez, du concepteur même du système d'exploitation que vous utilisez, jusqu'à l'entreprise qui vient vous mettre en place votre réseau et qui vient, et ça je pense notamment aux professionnels qui ont des logiciels métiers très particuliers. Ça peut être notamment dans les industries du tourisme avec les plateformes de booking, ça peut être les industries spatiales, ça peut être les industries des télécoms, de nouvelles technologies avec des logiciels métiers très particuliers qui sont généralement implémentés soit par l'éditeur de logiciels directement, mais le plus généralement par un tiers compétent. Donc là, vous voyez, vous additionnez le niveau de complexité et donc vous additionnez les risques de vulnérabilité parce que vous n'êtes pas à l'abri à ce qu'il y ait une mauvaise manipulation lorsque le logiciel est implémenté. Vous n'êtes pas à l'abri aussi que lorsqu'il y a de la mise en réseau, il y a une mauvaise manipulation qui soit faite. Donc vous voyez, plus vous multipliez ces intervenants, ce qui est naturel pour le coup, plus la société notamment spécifique et spécialisée, plus les logiciels vont être complexes. Mais vous avez des failles de sécurité massives qui touchent des logiciels comme Windows, etc., qui sont extrêmement courants, ou Word, etc. Donc, pour le coup, il ne faut pas non plus stigmatiser la solution spécialisée, mais voilà, pour que vous ayez cette idée que le tiers sur lequel qui peut se retourner, contre lequel vous pouvez vous retourner, n'est pas forcément que la société qui est marquée sur la boîte d'emballage. Alors, effectivement, comment engager la responsabilité? Alors, effectivement, malheureusement, en tout cas à l'heure actuelle, repérer des pirates, des concepteurs de logiciels malveillants, des gestionnaires de logiciels malveillants, c'est une mission impossible. Bien évidemment, on vous montrera plus tard comment est-ce que nous, on peut vous aider notamment à réagir au niveau de ces crises-là, mais porter plainte, c'est très important. Mais derrière, l'enquête est extrêmement difficile et notamment, Sheriff l'a esquissé tout à l'heure, le montant des attaques parfois peut être extrêmement faible, mais bon, évidemment, c'est la répétition qui va créer le dommage, mais c'est sûr que c'est très compliqué pour les forces de police dédiées de consacrer du temps pour des affaires qui se chiffrent, par exemple, à plusieurs milliers d'euros, alors que vous pouvez avoir des affaires où il y a ces plusieurs millions d'euros, et encore là, même dans ces affaires-là où c'est très compliqué, c'est très difficile de savoir qui est vraiment derrière cela. Regardez, ne serait-ce que les attaques gouvernementales, il n'y a jamais véritablement de prise de position, il n'y a jamais de preuves vraiment tangibles. On sait quel type de pays peuvent être néfastes, mais on n'a pas vraiment la possibilité de savoir qui est vraiment derrière ça. Donc voilà, c'est malheureusement un fait, mais ça ne veut pas dire que vous êtes juridiquement dépourvu, parce que vous avez quand même des tiers avec lesquels vous avez des possibilités de rechercher la responsabilité, notamment par l'intermédiaire de ce document extrêmement important, notamment pour nous avocats, qui est le contrat. Et effectivement, le contrat, on le voit souvent, que ce soit dans les contrats d'implémentation logicielle, les contrats de procurement, etc. C'est vrai que généralement, et je pense que Chéri ne va pas me contredire, les annexes techniques sont pourvues de centaines de pages. Voilà, généralement pas dans une langue française. Et c'est là où vous avez tous les fameux disclaimers de responsabilité, tous les avertissements d'utilisation, toutes les limitations contractuelles, etc. Les plafonds. Et donc, c'est effectivement là où il est extrêmement important d'avoir un œil expert et un œil exhaustif sur ces problématiques-là. Tout de suite, on parlait de contrat. Ça tombe bien. Voilà. Chéri va vous en parler. Donc, comme vous l'expliquait Numa, pour vous assurer votre cybersécurité, vous allez passer des contrats avec des prestataires informatiques pour divers services numériques, hébergement, maintenance, outsourcing ou autres. Et donc, la qualité des clauses va influer sur la fiabilité du prestataire et votre couverture.
Dans le cadre de la conclusion d'un contrat informatique, vous devez vous poser d'abord une question importante qui est celle du contrôle de vos données. Donc, il faut vous assurer qu'elles seront bien gérées, parce que ce sera quand même votre ressource principale très souvent. Et donc, il faut porter attention sur certains points, donc notamment les modalités de l'hébergement et la sécurité des lieux proposés, les modalités de prévention en cas d'attaque et les réactions face aux incidents, et également le choix des sous-traitants éventuels, en s'assurant que ces sous-traitants sont soumis à des obligations de confidentialité et de sécurité suffisantes pour le respect de niveau de sécurité que vous exigez. Plus généralement, dans un contrat informatique, vous allez retrouver certaines clauses, alors qu'on va dire sensibles, mais elles sont également sensibles pour beaucoup de contrats. Donc, les clauses déterminant le périmètre des prestations confiées. Donc, ici, ce choix va être primordial dans la gestion du risque. Les clauses de limitation de responsabilité, donc il faudra prêter une attention particulière à ces clauses, notamment sur les causes d'exclusion. Donc, on retrouve souvent des prestataires qui vont essayer d'exclure la perte de données, ce qui peut être un peu problématique. La clause de propriété intellectuelle, là, qui va plus concerner notamment les contrats de développement logiciel spécifique, où là, il faudra vraiment être très vigilant au transfert des droits de propriété intellectuelle, parce que sinon, en cas de dysfonctionnement, vous n'avez pas de droit d'intervention sur la solution, sinon vous portez atteinte au droit d'auteur. Et si le contrat est à durée déterminée et que vous n'avez pas prévu de cession, à la fin du contrat, si vous continuez à utiliser le logiciel, vous serez contrefacteur, exposé à des sanctions civiles, voire pénales. Enfin, la clause relative à la gestion des données personnelles. Donc, globalement, il faut vérifier que votre prestataire va respecter ses obligations en tant que sous-traitant au regard du RGPD, va vous aider à respecter vos obligations en tant que responsable de traitement, et il faudra ici porter une attention particulière à la localisation des données au sein de l'Union européenne. Et enfin, donc, toutes ces clauses que vous avez pu voir ne sont pas spécifiques aux contrats informatiques, vous les voyez dans d'autres contrats commerciaux de manière générale. Par contre, une clause assez spécifique au contrat informatique que vous connaissez sûrement, qui est la clause de SLA, Service Level Agreement. Donc, elle est spécifique au contrat informatique et elle est un peu étrange, puisque cette clause, en fait, va admettre que même si la solution a été livrée, a été développée et livrée, elle peut faire l'objet de certains dysfonctionnements. Vous pouvez dire que dans ce cas-là, le prestataire n'a pas respecté son obligation de délivrance. Cependant, ces clauses sont logiques au regard de l'aléa numérique et de l'évolution rapide des technologies. Et donc, en pratique, cette clause va contenir les objectifs de niveau de service attendus et des pénalités en cas de manquement. Donc, le niveau du prestataire, ici, est le point clé de la négociation. Il faudra définir avec précision des indicateurs de qualité pertinents qui sont mesurables et régulièrement contrôlés. Donc, concrètement, il va s'agir de mesurer des délais d'intervention dans le cadre de la disponibilité du service, la vitesse de transfert des données, le niveau de sécurité ou encore les temps de rétablissement hors cas d'incident. Alors, il y a le cas spécifique des appels d'offres qu'on va passer très rapidement, mais dans le cas d'un appel d'offres que vous avez sûrement dû voir, il va y avoir un document spécifique que vous ne retrouvez pas dans un contrat privé, qui est le PAS, le plan d'assurance sécurité. Donc, très souvent, les entités publiques vont être très vigilantes sur le niveau de sécurité informatique que vous proposez dans le cadre de la participation à l'appel d'offres. On va retrouver à peu près les mêmes clauses que dans les contrats privés. Alors, certaines clauses ne vont pas trouver à s'appliquer dans le domaine public parce que c'est un domaine particulier. Vous aurez évidemment une marge de manœuvre plus réduite en termes de négociation. Et le plus souvent, vous aurez également une possibilité d'audit plus renforcée pour la personne publique pour qu'elle s'assure bien que les obligations que vous vous engagez à respecter à travers le PAS sont effectivement respectées. Donc, Nouma et moi, nous avons présenté le risque externe avec des tiers qui interviennent pour vous. Il faut aussi maintenant s'intéresser à la gestion du risque interne, qui peut être une gestion à la fois collective et individuelle. Donc, certes, les cyberattaques vont d'abord s'attaquer d'un point de vue technique à une faille, une faiblesse ou autre. Cependant, les cyberattaquants, ne manquant pas d'ingéniosité, vont également essayer de s'attaquer au comportement d'une personne centrale de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés. Il est donc nécessaire de prévoir des outils juridiques pour limiter ce risque. Alors, l'outil le plus important qui manque malheureusement encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises de taille variable, c'est la charte informatique qui va définir les conditions d'utilisation du matériel et qui en fait va poursuivre un double objectif. D'abord, porter à la connaissance du salarié les modalités d'utilisation des équipements informatiques prêtés et fixer les sanctions disciplinaires. Donc en fait, le contenu de la charte informatique n'est soumis à aucune obligation légale.
Cependant, il est fortement recommandé de traiter de certains sujets, notamment les sites dont l'accès est interdit, la politique de gestion des mots de passe, ou encore les conditions d'utilisation des appareils nomades à l'extérieur de l'entreprise, éventuellement l'obligation de recourir à des solutions de chiffrement en cas d'utilisation externe. Donc la charte informatique devra également prévoir les procédures de contrôle de l'usage de ces outils et la procédure d'enquête qui va avec en cas de violation des règles prévues par la charte. Ici, il faut faire attention car ce contrôle doit nécessairement respecter le droit du travail et notamment respecter le droit à la vie privée du salarié. Donc classiquement, c'est le mail identifié comme personnel n'est pas ouvrable par l'employeur. Cependant, cette charte informatique n'est pas par nature contraignante. Pour la rendre contraignante, vous devez la joindre à ce qu'on appelle le règlement intérieur. Donc, c'est un document qui n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises, seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mais elle va fixer les règles générales et permanentes au sein de l'entreprise. Et ce règlement intérieur va notamment concerner l'échelle des sanctions et les procédures disciplinaires. Donc, pour que les dispositions de la charte informatique soient opposables aux salariés, il faut qu'elles soient jointes à ce règlement intérieur et il faut que ce règlement intérieur respecte un certain formalisme. Logiquement, il doit être écrit. Ensuite, il doit être soumis à l'avis du comité social et économique ou à défaut, en fonction de la taille de l'entreprise, les délégués du personnel. Il doit être déposé au greffe du conseil des prud'hommes concernés et communiqué à l'inspection du travail. Enfin, il est nécessaire de l'afficher de manière visible au sein de votre entreprise. Donc là, on a vu la gestion plutôt collective dans la sphère de l'entreprise. Maintenant, évoquons la gestion individuelle. La prévention de la cybersécurité nécessite d'inclure à toutes les étapes de la relation du travail des obligations relatives à la cybersécurité. Dans le cas de la rédaction de votre contrat de travail avec un salarié, vous devez vous assurer que le contrat comporte des obligations spécifiques qui tiennent compte du risque cyber. Donc, classiquement, cela passe par les clauses de confidentialité, les conditions d'utilisation des outils numériques, les clauses de retour du matériel informatique en cas de procédure de suspension du contrat de travail. Cependant, pour s'assurer de l'effectivité de ces obligations, le seul fait de les inclure dans un contrat de travail n'est pas suffisant. L'employeur doit mettre en place des activités de formation relativement récurrentes, d'autant plus que la jurisprudence aujourd'hui tend à mettre à la charge de l'employeur une obligation de formation du salarié à l'évolution de ses conditions de travail, ce qui automatiquement inclut l'évolution de ses outils numériques. Donc ici, on était dans le volet prévention. Imaginons que malheureusement, malgré tous les outils que vous avez mis en place pour éviter qu'une cyberattaque soit du fait intentionnel ou non d'un salarié, une cyberattaque est quand même mieux. Dans ce cas-là, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire, s'il a respecté bien sûr la mise en place d'une charte informatique, règlement intérieur et autres. Et dans le but de faire cesser cette atteinte si l'employé agit de manière intentionnelle et d'éviter toute réitération de la faute. Donc, pour établir les preuves en cas de procédures judiciaires qui vont souvent arriver dans ce cas-là, l'employeur peut dans un premier temps prononcer une mise à pied à titre conservatoire, donc ce qui va lui permettre de mener les investigations nécessaires et d'éviter la destruction de preuves, le salarié étant écarté du site de l'entreprise. La mise à pied, classiquement en droit du travail, doit être notifiée par tout moyen, dès la découverte de l'éventuelle faute, remise en main propre, LRAR. Il faut juste s'assurer que vous conservez une preuve de cette notification. Enfin, si pendant les investigations, l'employeur qui, on le recommande, doit s'entourer d'un huissier pour des constats et d'un expert informatique pour savoir quelles preuves récupérer, constate que le salarié a effectivement commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et a entraîné une cyberattaque, vous pouvez prononcer une sanction disciplinaire qui va varier en fonction de l'importance de la faute, et ça peut aller bien sûr jusqu'au licenciement du salarié. Voilà, je t'en prie. Alors, un petit point très rapide sur les assurances, parce qu'effectivement, comme vous avez vu que le risque est très présent, on peut se poser légitimement la question du « mais comment je peux m'assurer contre ces risques-là » Alors, les risques concernés, on voit bien que les RCP classiques, que tout ce qui est assurance, dommages aux biens, etc., ce n'est pas adapté, ce n'est pas suffisant par rapport aux risques que l'on a à traiter, comme vous avez vu, qui sont assez évolutifs et assez particuliers. La principale chose qu'une assurance spécialisée doit couvrir, et ça vous devez vous en assurer, c'est finalement ce risque d'atteinte immatérielle. Parce que, bon, dans certains cas, il y a des extrêmes, il y a un dommage au bien, mais la plupart des cas, c'est une atteinte immatérielle. Vous avez perdu vos données, votre système d'information n'est pas accessible. Donc, au niveau matériel, ça fonctionne, mais au niveau software, ça ne fonctionne plus. Donc là, il vous faut vraiment une police d'assurance qui cible vraiment spécifiquement ce problème-là.
Et le rôle de cette assurance-là, il va être finalement à la fois curatif, il va vous permettre de vous aider à revenir online, à vous revenir sur vos deux pieds au niveau du système informatique. Et vous avez également certaines polices d'assurance qui peuvent vous permettre de réaliser les audits dont Chérif parlait tout à l'heure, ces fameux audits de cybersécurité, ces audits techniques, afin de savoir si votre système est résilient et assez fort pour contrer ce genre de menaces-là. Alors attention, toutefois, bien évidemment, lorsque vous que vous vous engagez dans ce type de souscription, naturellement vérifier le type de garantie qu'on vous propose, vérifier également les caractères assurables de certains risques ou non. Il y a certains risques qui sont simplement dont l'assurabilité fait débat. Je pense notamment à tout ce qui est sanctions administratives. Là, il y a un doute juridique encore à l'heure actuelle, donc il faut bien être vigilant, notamment quand on signe le contrat. Le montant des franchises aussi, qui parfois n'est pas du tout adapté finalement aux problèmes financiers qui en découlent. C'est légitime d'ailleurs, parce que si vous vous rappelez, en début de présentation, on parlait de chiffres qui eux-mêmes sont en augmentation par facteur 5 ou 6. Donc, si vous signez à un instant donné une police d'assurance avec une telle franchise, il est fort à parier que l'année suivante, ça ait changé. Et puis, naturellement, mais ça comme pour toute assurance, bien vérifier les exceptions de garantie. Dans un dernier temps, effectivement, Chérif va nous présenter assez rapidement les bons réflexes à avoir en cas de crise. Et puis nous passerons, parce qu'effectivement on leur tourne, on est en bonne compagnie, mais on leur tourne, on passera à quelques questions et réponses avec le public. Effectivement, on va aller rapidement sur ce point. N'hésitez pas à poser vos questions après si vous voyez sur cette slide des points qu'on n'a pas assez développés à cause du manque de temps. Mais donc, lorsque une entreprise va être victime d'une cyberattaque, vous pouvez agir aussi bien pénalement que civilement, car le plus souvent, une cyberattaque va être aussi bien une faute civile que pénale. En matière pénale, classiquement, vous devez saisir la police nationale pour déposer plainte, plus précisément ici la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. Et ensuite, donc, vous portez partie civile pour solliciter réparation du préjudice. Le plus souvent, on sera dans le cadre d'un délit, donc vous allez avoir un délai de 3 ans pour agir avant la prescription, à compter de la découverte, bien sûr, des faits litigieux. On vous recommande d'agir vite si vous décidez d'aller sur le terrain pénal, parce que d'un point de vue conservation des preuves, vos prestataires ont des temps de conservation des données qui sont limités. Donc, si vous agissez pas rapidement, il est possible que lorsque le service enquêteur va demander à un prestataire des données, il va dire « Ah, désolé, elles ont été supprimées d'après les conditions contractuelles ». L'action sur le terrain pénal est intéressante puisque pour beaucoup d'entreprises, vous avez accès aux moyens de la police nationale qui sont de plus en plus développés en matière de cybercriminalité. Point négatif cependant, vous perdez logiquement la maîtrise de l'action qui sera entre les mains du ministère public. Cependant, si vous voulez garder le contrôle, vous pouvez agir sur le terrain civil. Donc, dans ce cas-là, si vous avez pu identifier le cyberattaquant, vous pouvez l'assigner devant les juridictions civiles, donc tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, ça dépendra du type d'attaque. Ici, c'est le régime commun de la responsabilité civile délictuelle. Vous devez apporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Précisons cependant que si vous passez par le terrain pénal, si une faute pénale est reconnue, automatiquement une faute civile délictuelle sera caractérisée. Cependant, donc, comme Nouma vous l'a répété plusieurs fois, l'identité du responsable de la cyberattaque restera inconnu et ce dernier sera difficilement localisable. Souvent, il sera à l'étranger, il aura utilisé des technologies pour être non localisable. Donc, vous pouvez vous retourner contre vos prestataires s'ils ont commis une faute dans l'exécution de leur prestation. Donc, bon, la classique, on est dans de la responsabilité civile contractuelle, voire délictuelle en fonction des cas. Si vous avez de la chance, votre prestataire va vous dédommager directement. S'il s'oppose au dédommagement, ça donnera lieu à un nouveau contentieux civil. D'un point de vue réparation des préjudices subis, vous avez 2 types de préjudices. Le préjudice patrimonial, donc assez facile à comprendre, qui se matérialise à travers les dépenses donc, de restauration du système à court terme, le fait de passer par les sous-traitants pour la continuité d'activité, des dépenses pour faire face à vos obligations légales que je vais aborder juste après, des dépenses aussi qui sont dues des demandes indemnitaires de tiers victimes collatérales. Et vous avez donc un préjudice extra-patrimonial qui sera plus du fait de l'atteinte à l'image de votre société, donc avec une perte de confiance, voire une perte directe de partenaires ou de clients du fait de cette cyberattaque. Donc, il y a ensuite, en cas de crise, des obligations légales de déclaration ou d'information. Très rapidement, vous pouvez avoir 3 types de déclarations aujourd'hui. CNIL en cas de violation de données personnelles dans un délai de 72 heures. L'ANSSI si vous êtes sous le régime de la directive NIS
avec les opérateurs les OIV, les opérateurs d'importance vitale, merci. Et si vous êtes dans le domaine de la santé, donc vous pouvez avoir une obligation de déclaration auprès d'une ARS, donc l'ARS compétente. Il peut y avoir une superposition des déclarations à faire. Par exemple, domaine de la santé, souvent vous avez des données personnelles, donc double déclaration ARS, CNIL. Et enfin, vous pouvez avoir des obligations d'information qui découlent de deux sources différentes, soit d'une source égale type information des personnes concernées dans le cadre de l'article 34 du RGPD si leurs droits et libertés sont menacés. Et enfin, des stipulations contractuelles peuvent mettre à votre charge une obligation d'information, prestataire, compagnie d'assurance, partenaire commercial, ça dépend. Enfin, dernière slide sur ces problématiques juridiques. Effectivement, vous avez vu, hein, c'est un problème très touffu. Il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense. On a tendance à penser que la cybersécurité, c'est finalement un truc un peu de geek dans un coin et on va trifouiller trois câbles. Et finalement, vous voyez que ça a un énorme impact sur l'entreprise. Et juridiquement, il y a un travail très important à faire de protection de vos intérêts. Le dernière protection de vos intérêts, on a vu effectivement que vous pouvez être victime d'une cyberattaque, mais puisque vous travaillez avec d'autres partenaires, puisque vous avez des clients, certains d'entre vous hébergent des données d'autres clients, certains d'entre vous ont des contrats de gestion informatique avec d'autres clients, certains d'entre vous tout simplement hébergent des données, des listings clientèle, etc. Et donc, l'attaque que vous allez subir en tant que victime peut in fine créer un dommage à d'autres tiers. Et ces tiers-là peuvent mettre en jeu la responsabilité de votre entreprise, responsabilité généralement contractuelle, mais également délictuelle. Donc là, à ce niveau-là, pour vous, il faut être au courant que ce n'est pas parce que vous êtes victime d'une cyberattaque que vous n'aurez aucune suite contre vous. Donc, identifiez bien les personnes qui bénéficient in fine des services informatiques que vous mettez en œuvre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Au niveau des actions, effectivement, on l'a dit, c'est généralement de la responsabilité civile. Donc ça, il faut faire attention à ce niveau-là, et notamment la problématique assurantielle dont on a vu que c'est loin d'être gagné. Et en ce qui concerne au niveau des mesures à prendre, effectivement, il faut anticiper ça. Alors on l'a vu d'une part avec la notion assurantielle, et puis d'autre part avec ces fameuses chartes informatiques, c'est toutes ces clauses au niveau des contrats de ressources humaines qui vous permettent de vous prévenir au mieux contre ces risques-là, et puis surtout de montrer que vous avez fait votre meilleur effort pour contenir cette menace-là. Avant de passer au Q&A, quelques mots rapides sur les solutions que nous, avocats, pouvons proposer. Nous, avocats, et spécifiquement, Chérif et moi-même, pouvons vous proposer. Là encore, ce sont des prestations en deux temps. D'abord, il y a une prestation et des solutions de type préventif, c'est-à-dire qu'on peut procéder pour votre compte, on en parlait tout à l'heure, à ces fameux contrats qui ont ces annexes techniques absolument débordantes, mais dans lesquelles vont se trouver ces fameuses clauses qui peuvent vous porter préjudice le jour J, parce qu'ils vont simplement dédouaner la responsabilité de votre prestataire. Donc ça s'appelle un audit juridique cyber. On fait quelque chose d'assez exhaustif et qui vous permet, sur la base de cet audit, d'évaluer dans un second temps les outils que vous avez déjà peut-être mis en place dans vos entreprises. Et le cas échéant, si ces outils n'existent pas, nous pouvons vous assister ou les créer pour vous, ces fameux outils internes. On parlait tout à l'heure de la fameuse charte informatique. Il y a également le volet assurantiel pour lesquels on peut naturellement vous assister en ce qui concerne la sélection et puis la négociation. Là, c'est le dernier point, effectivement, mais renégociation peut-être, parce que si vous optez pour ce genre d'audit juridique cyber, on peut effectivement se rendre compte de certains manques, de certaines failles, justement, c'est le cas de le dire, dans les contrats que vous avez avec vos prestataires. Et donc, ça peut être l'occasion, notamment à une date anniversaire, ou même si c'est urgent, d'engager des renégociations et que l'on pourra faire en votre nom avec plaisir. Et puis, dans un deuxième temps, notre volet d'intervention se situe au niveau de l'assistance d'urgence. Vous avez une faille de sécurité, vous avez une intrusion, vous nous appelez et on immédiatement prend le dossier pour vous et on met en place une procédure d'assistance qui se base généralement sur, d'abord, bien évidemment, comme Chérif l'a mentionné tout à l'heure, le dépôt de plainte qui est extrêmement important, même si en pratique les résultats sont faibles, il est extrêmement important, ne serait-ce que pour la gestion des assurances, pour la gestion des contrats, de porter plainte. On ne le répétera jamais assez. Il y a après toute la partie d'assistance à la gestion de crise. On parle notamment à la gestion contractuelle qu'il peut avoir, la responsabilité qui peut être engagée.
Chérif l'a également évoqué, certains d'entre vous sont soumis à un régime de notification obligatoire, la CNIL, les ARS, etc. On va s'en charger pour vous. Et puis également, il y a toute la notion de responsabilité. Est-ce que vous allez mettre en œuvre des actions pour rechercher la responsabilité de vos partenaires, ou alors est-ce que vous allez subir des actions en recherche de responsabilité du fait de cette cyberattaque dont vous êtes la victime. Donc voilà un peu le panel d'interventions sur lesquelles on peut agir à la fois préventivement et à la fois à vos côtés en cas d'urgence. Sans plus attendre, parce qu'effectivement, le temps passe très vite, nous passons… On a un peu dépassé. On a légèrement dépassé, mais… il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire, mais on va passer rapidement exactement à la session Q&A. Chérif, avant de commencer, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Et sinon, n'hésitez pas, le clavier est à vous, vous tapez et on répond. Questions, souvent il y a quelques questions. Si vraiment il y a des points on a dû un peu survoler à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais des… Alors, je me permets de lire à haute voix la question. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'interdiction légale du paiement des rançons, même si une telle interdiction semble compliquée. Est-ce possible, souhaitable? Est-ce que d'autres pays européens le font? Chérif, est-ce que tu souhaites y répondre? Alors, d'autres pays européens, à ma connaissance, non. C'est vrai que ce serait un peu étrange. Enfin, après, jusqu'où ça pourrait aller, puisque là, on est dans le cas d'un ransomware, mais c'est en fait une prise d'otage numérique. C'est comme si demain, on vous interdisait de payer la rançon si un de vos proches était enlevé. Ça paraîtrait aberrant. Alors, l'État français, et notamment à travers l'ANSSI, essaye au maximum de former les entreprises pour que les rançons logicielles soient peu efficaces, notamment si vous mettez en place une sauvegarde bien paramétrée, qui s'applique voire tous les jours ou toutes les semaines en fonction de votre quantité de données enregistrées. In fine, vous pouvez refuser de payer. Votre cyberattaquant va dire « d'accord, je détruis vos données ». Vous lancez la procédure de restauration. Parfois même, en l'espace de quelques heures, c'est terminé. Donc non, moi je pense que l'interdiction, en plus cette interdiction pourrait être très dangereuse, puisque si jamais une entreprise a réellement besoin de ces données et qu'on lui interdit de payer, ça sera un risque trop gros. Donc certaines personnes, effectivement, j'ai vu passer, pensent qu'il faut une interdiction pénale de payer les cyberattaquants. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer un jour le législateur voter une telle disposition qui en plus porte atteinte à vos libertés quand même. Vous pouvez payer. Bon, après, en pratique, il faut aussi être réaliste sur ces pratiques-là. Une adresse en Bitcoin intraçable sur laquelle vous allez verser une somme d'argent. C'est pour ça, et c'est intéressant, et merci pour votre question, on le répétera jamais assez, le dépôt de plainte est extrêmement important. Même s'il y a la menace, il y a la panique dans la situation, mais engager un dépôt de plainte est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de déclencher ces fameuses actions, même si derrière, on sait les limites qu'il y a derrière. Mais voilà, un ransomware, par définition, de toute façon, comme le dit Chérif, même si vous payez la rançon et que ça fonctionne, vous aurez quand même vos données qui auront été très certainement volées, votre système qui aura été corrompu, vous aurez des frais engagés. Enfin, vous voyez, ce n'est pas de toute façon satisfaisant là. Après, effectivement, quant à l'interdiction légale, bon, c'est vrai que c'est assez particulier comme idée. On sent l'idée derrière, mais après, la mise en pratique apparaît un peu compliquée. J'espère que cette réponse vous a satisfait. N'hésitez pas à réagir en commentaire et en section Q&A. On va attendre encore naturellement quelques minutes. Je pense qu'on est… On peut de toute façon, vous recevrez un petit email récapitulatif avec notamment une adresse mail sur laquelle vous pourrez taper vos autres questions. Si vous avez des questions qui vous viennent en cette fin de semaine, vous n'hésitez pas, on est à votre disposition. On est également à votre disposition pour échanger plus avant sur vos besoins. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde avec vous. Bon, écoutez, je pense que nous sommes au clair. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier, pour votre attention. Attendez, je vois qu'il y a une notification Q&A.
La proposition figure dans un rapport sénatorial. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, c'est à l'étude, parce qu'effectivement, le Sénat s'est pas mal engagé sur ces questions-là, notamment sur l'angle OIV. Parce qu'effectivement, le Sénat a une composante un peu sécurité nationale. Et bon, on l'a vu aussi récemment, même si c'est pas de la cyberattaque, mais l'indisponibilité des numéros d'urgence due à une problématique VoIP, je crois. Bon, voilà, le législateur et particulièrement le Sénat, parce que c'est vrai que c'est vraiment la Chambre haute qui est en charge de ces questions-là, engage ce type de réflexion-là. Après, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Nous le verrons bien. C'est parce que quand on se parle le Sénat, souvent, c'est pas bon signe. Mais en tout cas, la réflexion est posée, vous avez bien fait de la mentionner. Donc, il reste effectivement plus qu'à vous remercier pour votre attention. On a essayé vraiment de donner quelque chose. Alors, vous avez vu, il y a énormément de masse d'informations à traiter, mais c'était vraiment pour insister sur cette criticité. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des commentaires par rapport à ce webinaire. On a été ravis de votre participation et vous en remercie. Je pense qu'on renouvelera l'exercice. Oui. Peut-être sur d'autres sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur des sujets qui sont d'intérêt pour vous. Bien sûr. Chérif, écoutez, merci également de votre présence et de votre attention. Je me permettrai juste de préciser que donc, vous voyez qu'on a quasiment duré 1 heure. Un sujet très long, très complexe. On a dû faire des choix. Notamment, on a un peu mis de côté le côté très RGPD données perso, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de littérature et de présentation dessus. On a mis de côté le domaine OIV, Directive Nice aussi, parce que c'est un domaine vraiment très spécialisé, sur lequel on a des compétences également, mais on aurait fait en fait quasiment une journée de formation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des points qui ne sont pas apparus dans cette formation, mais qui sont relatifs à la cybersécurité. On peut toujours en traiter avec vous et en discuter. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, merci à vous et excellente journée. Au revoir. Au revoir.